Bonjour et bienvenue à tous à ce nouveau webinaire du NEMI. En fait, un webinaire qui sera autour de l'apport de l'énergétique en ostéopathie. On est très heureux de vous retrouver. On a déjà fait deux webinaires. Un webinaire sur la couleur en début d'année. On a fait un webinaire sur la cure de détoxination là, il y a 1 mois et demi, 2 mois. Et voilà, on est très heureux de vous présenter ce nouveau webinaire. C'est un nouveau moyen de communication pour nous. Ça a l'air de fonctionner puisque vous avez été nombreux. Vous êtes nombreux à regarder après les replays sur notre chaîne YouTube MyNEMI. Donc n'hésitez pas à aller le retrouver. En fait, dès demain, normalement dès demain après-midi, il devrait être présent pour les gens qui n'ont pas pu assister ou si vous voulez re-regarder une partie où vous n'avez pas pu assister à l'entièreté. Je vais vous présenter d'abord un petit peu l'équipe qui gère tout le pôle ostéopathie énergétique au NEMI, et puis ensuite je vous présenterai l'équipe technique qui est là aujourd'hui. Comme ça permet aux dernières personnes d'arriver, et ensuite on rentre vraiment dans le cœur du sujet de cette énergétique et comment on va pouvoir intégrer cette vision énergétique. Alors le titre c'était en ostéopathie, mais on verra que c'est vraiment au sens large. Ça veut dire que si vous êtes naturo, si vous avez un autre domaine de compétences, vous verrez que l'idée c'est d'intégrer cette vision énergétique dans notre travail, dans notre routine quotidienne, dans notre façon d'aborder le patient, et on va expliquer pourquoi c'est aussi important. Donc l'équipe du NEMI en fait, qui gère l'ostéopathie énergétique, elle se fait autour de Pierre Tondelier, qui est médecin, homéopathe, acupuncteur, et qui est ostéopathe aussi de formation. Et c'est avec lui qu'on a eu l'idée en 2013 de lancer en fait, cet enseignement. En fait, au départ, on abordait dans le NEMI, qui est présent depuis assez longtemps, on abordait en fait toutes les techniques palpatoires et l'abord en fait de l'observation et de la palpation dans nos cours de naturo. Et puis on a décidé d'aller plus loin et de faire vraiment ce pont entre l'ostéopathie et l'énergétique avec Pierre. Donc c'est avec lui qu'on a mis cet enseignement-là au point. Et puis il y a Anne-Sophie Dussart, ostéopathe, qui a fait aussi de l'ostéopathie énergétique, qui nous a rejoint qui est aussi un soutien et qui donne cours avec nous pour vous permettre d'intégrer ces notions-là dans une formation dont on parlera tout à l'heure. L'équipe technique de ce soir, derrière les caméras, en fait, il y a Simon qui est, entre guillemets, notre professionnel du son et de l'image et qui est là ce soir pour que tout se passe bien. Il y a Sylvie, son épouse, qui est là pour vous accueillir sur le chat. Et à ce propos, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser les questions avant la fin du webinaire parce qu'on a une petite latence de 30 secondes quand on est filmé, quand on passe sur YouTube. Donc si vous avez des questions, quand viennent les questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat. Ça permettra à Sylvie de les rassembler et de poser les questions en fin de webinaire. Il y a Emilien aussi, qui est un nouveau venu, qui est derrière la caméra, qui est juste en face de moi, et qui va nous servir de cadreur aujourd'hui, qui va nous permettre d'être optimum sur la qualité technique aujourd'hui. Alors, quoi on va parler dans le webinaire ce soir? Comment on va aborder les choses? Alors, vous allez voir qu'on va voir d'abord pourquoi on a l'importance en fait, de l'utilisation de l'énergétique, pourquoi c'est si important en fait, d'aborder ce côté énergétique. Et on va le voir très rapidement. Et puis ensuite, on verra les structures énergétiques qui sont concernées en fait, dans la médecine chinoise et qui nous permettent de comprendre le fonctionnement de la personne. Et on verra que du coup, on va avoir des observations, des tests, des techniques qui seront adaptées en fait, à chaque fois à ces structures. Et puis enfin, à la fin du webinaire, je vous présenterai la formation qu'on fait de nouveau donc en 2023. On fait une formation tous les 2 ans en fait, autour de l'ostéopathie énergétique et on en parlera à ce moment-là. Et puis il y aura un temps de questions-réponses en fin de webinaire. Je compte le faire à peu près sur une 50aine de minutes et puis ensuite vous pourrez poser des questions si vous avez des éléments plus précis en fait, qui vous intéressent. Pourquoi intégrer l'énergétique dans notre pratique? Pourquoi c'est important en fait, cette notion d'énergétique dans notre pratique? Parce que j'avais fait il y a quelques années
un mailing où j'avais envoyé aux ostéopathes, notamment aux ostéopathes belges, de la pub sur notre formation d'ostéopathie énergétique. Et j'avais des gens qui m'avaient renvoyé, une ostéopathe bruxelloise qui m'avait dit « Mais de quoi vous parlez? L'ostéopathie est énergétique fondamentalement. » Et elle n'a pas tort, en fait. Hein. Et à la fois, on verra qu'on peut comprendre l'ostéopathie dans le sens énergétique du terme, et puis en même temps, quand vous connaissez en fait les structures, quand vous connaissez l'anatomie énergétique, ça va vous permettre de prendre en compte, on va le voir en fait, une profondeur différente, des éléments différents, d'intégrer des choses à un autre niveau. Et pourquoi ça? Parce que on dit que la médecine traditionnelle chinoise, l'acupuncture, donne vraiment le reflet de l'homme dans son environnement à un niveau le plus large. Donc ça donne vraiment cette notion en fait, de l'homme intégré dans son environnement. Vous savez qu'en médecine chinoise, on va parler des saisons, et en fait les saisons vont impacter la structure et l'énergie de la personne. On va parler de son rapport, en fait, on va dire même avec le cosmos, mais on va parler en fait de son rapport avec les journées qui passent et les différentes phases en fait dans la journée et comment se déroule la journée et du coup les organes ou les éléments qui sont impactés différemment dans la journée ou dans la nuit. Donc il y a vraiment cette notion de rythme exogène qui rentre en relation avec des rythmes endogènes chez l'individu. Et il y a donc vraiment cette notion de voir l'homme à l'intérieur de son environnement de manière beaucoup plus large que simplement de penser que la personne a une activité, une profession, un côté social, un côté familial, certes ce qui est tout à fait juste, mais on est aussi en rapport avec des énergies au niveau beaucoup plus général, beaucoup plus large. Et donc c'est vraiment la médecine traditionnelle chinoise qui a donné ces éléments-là et qui permettent cette compréhension au travers des différentes structures, on va le voir, constitutives de l'homme au niveau énergétique. Si on veut donner des exemples pour montrer ce qui se passe, ce que l'énergétique peut nous faire comprendre, en fait, les liens qu'elle peut nous faire comprendre. On va prendre par exemple l'exemple de la vésicule biliaire et on va prendre le trajet du méridien de la vésicule biliaire. En fait, le méridien, donc ce trajet énergétique dans lequel circule l'énergie, qui va être en relation avec la vésicule biliaire, l'entraille elle-même, vous voyez qu'il a en fait un trajet qui va en fait aller depuis la tête, en fait, hein, depuis l'extrémité externe de l'œil. Il va avoir un trajet au niveau du crâne latéral, il va avoir un trajet latéral au niveau du cou, au niveau du thorax, un trajet latéral au niveau du bassin, puis le long de la cuisse, le long de la jambe jusqu'au 4e orteil, et un trajet très latéral. Et on va voir qu'on va pouvoir avoir beaucoup de symptomatologie autour de ce trajet du méridien de la vésicule biliaire. Par exemple, toutes les migraines ophtalmiques, les gens qui ont une vésicule un peu sensible, ils vont vous décrire des migraines, des maux de tête autour de cette zone-là, autour de la tempe, autour de l'œil, autour de la notion de migraine en fait en hémicasque, en fait, comme ça, qui font tout le côté latéral de la tête. Vous allez pouvoir retrouver des douleurs intercostales en fait, sur le trajet du méridien. Vous allez pouvoir avoir cette importance du soupir. On dit que le soupir, c'est une notion liée à la vésicule, où il y a un besoin de relâchement du diaphragme, il y a un trajet profond qui se passe à ce niveau-là, au niveau du méridien. Les douleurs de hanche, en fait, en dehors de la douleur de hanche, vraiment l'arthrose de hanche qui donne une douleur antérieure au niveau de la hanche, ou sinon les douleurs qui sont sur le côté. Quand vous avez mal sur le côté de la hanche, c'est typiquement vésicule biliaire. Si vous avez mal latéralement au niveau du genou, au niveau de la tête du péroné, c'est essentiellement lié en fait à une stagnation d'énergie au niveau du méridien de la vésicule biliaire. Et puis on va le retrouver dans son trajet terminal au niveau de la cheville, où il va pouvoir y avoir par exemple des instabilités de la cheville qu'on peut également relier à une faiblesse d'énergie au niveau de ce méridien de la vésicule biliaire. Donc vous voyez, c'est intéressant parce que physiologiquement, en physiologie classique, qu'est-ce qui nous permettrait de relier ces différents éléments depuis le crâne jusqu'au thorax, jusqu'à la hanche, jusqu'à la cheville? Eh bien, au niveau énergétique, on a cette compréhension-là au travers du méridien de la vésicule biliaire. Une autre façon d'envisager ce que donne la vision en fait, de l'énergétique chinoise, c'est cette notion de profondeur. En fait, on a dans notre physiologie ou dans notre façon de voir les choses, vous avez
qu'à vous référer à ce qui se passe depuis 2 ans au niveau de la pandémie et l'analyse que j'allais dire les plus classiques ont pu en donner, vous voyez que les choses sont entre guillemets très terre à terre, c'est-à-dire qu'on voit les choses à un niveau complètement plat, sans perspective, sans profondeur, et l'énergétique, notamment la médecine traditionnelle chinoise, donne cette notion de profondeur. Alors je vous donne l'exemple de l'organe énergétique foie, ce qui va être relié en fait avec l'organe énergétique foie. Parce que qu'est-ce qui relie en physiologie classique? Comment on pourrait relier le foie viscère avec la vésicule biliaire, avec la vue, la vision, avec l'émotion, la colère, avec l'imagination, avec les muscles, les tendons, avec les fonctions de tri de la vésicule biliaire, ou avec cette notion de nécessité de trier dans nos émotions, de ne pas tout prendre, j'allais dire, de manière comme argent comptant, mais de voir, de faire la part des choses. Et bien, derrière ces notions-là, en fait, cette façon de voir les choses en énergétique va nous permettre de voir que, entre guillemets, derrière tout ça, on a l'organe énergétique foie qui va relier l'ensemble. Comment on peut le comprendre? Il y a vraiment cette notion en énergétique de pyramide énergétique où on va avoir à la base de cette pyramide énergétique la matière dense, celle dont on parle le plus couramment, celle qui, entre guillemets, nous relie dans les différents courants médicaux ou paramédicaux. Mais par contre, au sommet en fait, de cette pyramide, on va retrouver l'énergie. En fait, l'énergie, on dit aussi que c'est une cristallisation, pardon, la matière, c'est une cristallisation de l'énergie, c'est de la lumière congelée. Et donc, on va retrouver cette notion de densification, vous le voyez sur le schéma, où l'énergie, progressivement, va se transformer en matière dense et va nous donner ce qu'on voit, ce qu'on observe dans le côté tissulaire. Si vous regardez un organe, un viscère directement, le conjonctif, oui, là, on est dans la matière, mais derrière est sous-tendue toute cette notion énergétique qui permet de faire des liens, qui permet de comprendre qu'il va y avoir différents niveaux et qu'on n'est pas obligé de ne s'arrêter qu'au niveau, entre guillemets, très dense de la matière. Alors si on l'applique par exemple sur le foie dont on parlait tout à l'heure, eh bien c'est vrai qu'en bas de la pyramide énergétique, l'organe énergétique foie il va être représenté par la bidoche, le foie lui-même, en fait, on va dire, le viscère lui-même. Il va être représenté aussi par la vésicule biliaire comme émonctoire. On dit que le foie, ça va être l'organe plein, le viscère, l'entraille relié à l'extérieur, ça va être la vésicule biliaire. Ça va être lié aux muscles, aux tendons, puisque chaque tissu correspond à un organe énergétique en acupuncture. Ça va il va y avoir ces notions de fonction de tri de la vésicule biliaire dans votre digestion. Vous savez que les sels biliaires vont permettre une meilleure élimination de toutes les toxines liposolubles notamment. Ça va être en relation au niveau des organes d'essence avec l'œil, donc avec la vue, avec la vision. Vous le savez, vous avez peut-être remarqué, en fait, nous on est sortis avec Simon et Sylvie, entre autres, d'une cure de détoxination il y a 15 jours, et bien, quand vous faites une cure de détoxination, au départ, vous avez l'impression que votre vision baisse parce que vous êtes en train de détoxiner, vous faites travailler votre foie, et du coup, vous avez votre vision qui baisse. Donc ça, c'est des éléments qui sont aussi en rapport avec le foie. Et puis, on va avoir la colère qui est l'émotion liée à l'organe, hein, donc les hépatiques sont souvent colériques, alors des fois c'est des colères rentrées, hein, ils ne vont pas les sortir, ou des fois c'est assez explosif, ils les sortent, mais c'est cette émotion qui est liée à cet organe. Vous avez l'imagination, en fait le côté entreprenant aussi qui est très en lien avec le foie, et puis vous avez à un niveau entre guillemets plus chemin de vie, on va voir à quoi ça correspond un peu plus tard, vous avez cette notion de tri dans mes expériences, tout n'est pas juste, et puis je vais trier, je vais prendre certaines choses, je vais laisser d'autres choses et je vais les éliminer pour ne présenter dans ma profondeur que les éléments qui sont le plus importants pour moi. Donc vous voyez que vous pouvez parler du foie, mais vous pouvez parler du foie à différents niveaux. Et cette notion de profondeur, elle est très importante. Si on le rapporte à l'ostéopathie, quand vous avez un blocage du foie en ostéopathie, vous allez venir sentir qu'il y a une densité sur votre foie, qu'il y a un enroulement tissulaire qui se fait autour du foie. Et donc, d'une certaine façon, globalement, tout votre corps va s'orienter et va devoir compenser cette tension qu'il y a au niveau du foie. Si l'ostéopathe met sa main, il va sentir cette densité-là. Mais d'une certaine façon, à quel niveau on est? Est-ce que c'est un niveau émotionnel? Est-ce que c'est un niveau physiologique?
j'arrête pas de boire du café, de manger du chocolat, de manger des toxines? Ou alors est-ce que c'est une expérience émotionnelle, suite de j'ai une contrariété, je me suis mis en colère contre, je sais pas, un de mes enfants, ma belle-mère, et depuis j'ai quelque chose qui s'est bloqué au niveau de ma vésicule biliaire ou au niveau de mon foie. Vous voyez que cette notion de profondeur, elle est vraiment très intégrée en fait dans la vision qu'on va voir en fait, au niveau des différentes structures énergétiques. Ça permet justement d'avoir cette perspective et cette profondeur dans l'analyse en fait, des choses et des symptômes. Si on reprend maintenant, donc ça c'était le versant on va dire énergétique, et puis on va revoir après un peu les structures énergétiques qui existent et qui nous permettent de nous appuyer sur ces structures. À côté de ça, l'ostéopathie, vous savez que l'ostéopathie, c'est une médecine qui est apparue à la fin du 19e siècle aux États-Unis et qui se base essentiellement sur 4 grands principes. Et on va voir que ces 4 grands principes sont pour moi, très reliés à l'énergétique de manière générale, à la médecine naturelle en général et à l'énergétique en particulier. Le premier principe, c'est la globalité. C'est de prendre en compte l'ensemble en fait, du corps, l'ensemble des éléments, alors l'ensemble de l'anatomie. On sait que globalement, vous allez voir entre guillemets quelqu'un qui travaille de manière classique, il va vous compartimenter, il va prendre chacun des éléments. Vous allez voir un ostéopathe, il va prendre en compte l'ensemble, il va prendre à la fois en compte votre posture, il va prendre à la fois en compte vos viscères, votre colonne vertébrale, votre crâne, votre bassin, et il va prendre en compte vraiment cette globalité. On va pouvoir l'étendre, cette globalité, du coup, aussi aux structures énergétiques qui sous-tendent ce que l'on voit de manière... j'allais dire, dans la matière dense, il y a tout des structures énergétiques plus subtiles, plus fines, mais qui sous-tendent ce que l'on voit. Ensuite, le deuxième grand principe de l'ostéopathie, c'est la relation entre la structure et la fonction. Cette relation, en fait que si vous avez une structure particulière, c'est pour ça que quand on parle de travail entre guillemets structurel en ostéopathie, quand vous allez travailler sur des vertèbres, quand vous allez travailler sur différents éléments dans votre corps, vous allez donner une information et la fonction va pouvoir se refaire. Donc vous avez cette notion de, en travaillant sur la structure, je vais travailler sur la fonction. Et à la fois, on sait aussi que la fonction va avoir une influence sur la structure. Par exemple, si on reprend l'exemple du foie, vous avez un foie, vous avez un terrain déjà où votre foie est un peu faible, vous surutilisez votre foie parce que vous l'obligez à travailler beaucoup, parce que vous avez une alimentation très toxinique, vous avez un mode de vie qui fait que vous êtes toujours un peu en réaction, un peu en colère avec ce qui se passe autour de vous, vous allez épuiser votre foie, et bien ça va avoir évidemment une influence en fait, sur votre structure, sur votre foie lui-même. Donc il y a vraiment cette relation entre la structure et la fonction. Le troisième grand principe de l'ostéopathie, qui est vraiment une phrase majeure d'Andrew Taylor Still, l'inventeur de l'ostéopathie, c'est que les fleuves de la vie puissent s'écouler et irriguer les champs desséchés. On dit aussi la règle de l'artère, c'est-à-dire le fait que pour retrouver la santé, il va falloir que le sang, on peut l'étendre à l'énergie, en fait, recircule dans les différents niveaux, et c'est ça qui va redonner la vitalité et la possibilité de récupérer, de régénérer. Donc il y a vraiment cette notion de transmission et d'écoulement de fluide, de sang, globalement, en fait, au niveau des tissus. Et le dernier principe de l'ostéopathie, c'est la capacité d'autorégulation du corps qui est vraiment fondamentale en médecine naturelle en général et qui est évidemment très importante en ostéopathie. C'est-à-dire qu'on ne va pas, c'est pas le thérapeute qui va soigner le patient, mais c'est en remettant en fait la communication entre les structures, en jouant justement sur cette polarité entre structure et fonction. Eh bien, on va se baser sur le fait qu'un organisme est doué d'autorégulation et va naturellement en fait, s'équilibrer et se régénérer.
Et ça, c'est vraiment derrière ça toute la notion de l'énergie vitale, de la vitalité, de l'énergie vitale, dont on parle beaucoup en EMI, qui fait qu'on fait des cures de détoxination, qui fait qu'on, dans les différentes approches, et on va en reparler tout à l'heure, on va rechercher cette notion de vitalité dans les tissus. Voilà, l'énergétique va nous aider à aller encore plus rechercher cette énergie vitale. Alors si on reprend notre pyramide énergétique et qu'on l'applique à l'ostéopathie, comment on peut voir les choses? L'apport de l'ostéopathie, ça va être vraiment, par rapport au tissu conjonctif, d'amener l'énergie jusqu'au tissu conjonctif, c'est-à-dire d'amener le changement, la transformation jusque dans la matière dense, jusque dans le tissu conjonctif. C'est pas... Si vous avez un abord, vous pouvez avoir un abord, il y a des ostéopathes qui ont un abord entre guillemets très somato-émotionnel, c'est-à-dire qu'ils vont prendre en charge beaucoup les émotions pour vous montrer que votre structure, elle est très reliée en fait à votre état émotionnel. C'est vrai, mais l'important en fait c'est de pouvoir aller manifester ce côté émotionnel jusque dans votre structure, ce côté énergétique jusque dans votre structure. Donc l'apport en fait de l'ostéopathie, on va en reparler dans le webinaire, mais c'est vraiment cette notion d'aller chercher la transformation jusque sous vos mains quand vous palpez. Pendant la formation, en fait, pour ceux qui ne sont pas ostéopathes, on va aller palper les tissus, on va aller palper les organes, les entrailles, et on va aller chercher la transformation ou le changement jusqu'au niveau tissulaire, jusque dans le conjonctif. Ça, c'est vraiment une notion importante, et c'est ça qui fait le côté ostéopathique de notre formation. Ce n'est pas quelque chose de, entre guillemets, d'ésotérique ou d'éthéré, c'est quelque chose qui doit se manifester, qui doit se cristalliser jusque dans la matière dense et jusque dans le tissu conjonctif. Donc amener l'énergie et les transformations jusque dans les tissus. Donc maintenant, si on présente, je vais maintenant vous présenter les structures énergétiques en médecine traditionnelle chinoise, et on va voir que au travers de ces structures qui peuvent paraître au départ peut-être un peu abstraites, eh bien, il ne faut pas rester dans le côté chinois de l'énergétique, il faut essayer de voir que ces structures, on peut les observer, on peut les palper, on va pouvoir en faire quelque chose. Ça ne va pas être juste un raisonnement intellectuel ou se dire que c'est un concept et on voit les choses comme ça. Non, on va pouvoir vraiment se baser sur ça, l'observer et s'en servir. Alors, pour vraiment aller dans un sens très large au niveau de la compréhension de ce que nous est donné par la médecine traditionnelle chinoise, on peut revenir à cette notion très fondamentale que nous donnent les Chinois, qui disent qu'au départ, il y a 3 trésors, les Sanbao. 3 trésors ou 3 concepts. On va voir en fait un concept qui correspond au yuan, un concept qui correspond au shen, et un concept qui correspond au qi. Alors là, ça va vous paraître un peu chinois, surtout si je vous montre des idéogrammes comme ça, mais on va voir très vite qu'on peut le rattacher à des choses particulières. Donc cette notion yuan, ce concept yuan, en fait, ou cette énergie yuan, ou aussi appelée énergie yin, ça correspond à la notion d'essence, à la notion d'essence vitale, à la notion de semence, en fait, vraiment notre lien avec la Terre, aux énergies de la Terre. Donc ça, c'est vraiment cette notion en fait, d'énergie un peu primaire, terrestre, qui va vous permettre on va le voir, de construire un petit peu votre corps physique. De l'autre côté, vous avez le shen qui est l'essence céleste, qu'on peut relier à une notion d'esprit ou de toutes les facultés mentales et psychiques et spirituelles de la personne. Ça, c'est une notion beaucoup plus individuelle, en fait, par rapport à l'énergie yin qui correspondait plutôt à une notion liée à l'espèce, à notre famille. Donc là, on est dans quelque chose de beaucoup plus individuel qui va correspondre, on va le voir, plutôt au scaphandrier. On va parler un peu de scaphandre et scaphandrier. On va voir que ça correspond plutôt au scaphandrier. En fait, à côté de ces 2 énergies, la troisième, c'est le qi, celle dont vous avez sans doute le plus entendu parler, en fait, qu'on va développer dans le Qigong ou dans le Tai Chi, quand vous prenez vos 2 mains et que vous essayez de sentir l'énergie entre vos 2 mains et que vous sentez cette boule d'énergie, c'est le Qi, en fait, c'est cette énergie que vous sentez. En fait, c'est l'idée de mouvement, de transformation, et on va voir qu'on a une structure
qui permet en fait d'intégrer notre extérieur et de métaboliser, de fabriquer du chi. Et on va en reparler juste après. D'un côté, on a des énergies qui sont innées avec le Jing ou le Yuan, et de l'autre côté le Shen. Et de l'autre côté, on a des énergies qui sont acquises avec le Qi. On va voir que la grosse différence, c'est que vous avez ces deux énergies innées avec lesquelles vous arrivez, j'allais dire, sur Terre et qu'il va falloir gérer au travers de votre vie terrestre. Et puis de l'autre côté, vous avez ce Qi qui va être comment j'intègre mon extérieur, comment je le fais mien et comment je vais gérer justement cette énergie, cette vitalité au travers de la fabrication de cette énergie et puis la façon dont elle circule dans mon corps avec les différentes structures. Voilà, donc ça c'était des concepts assez généraux. Et on va pouvoir tout de suite rapprocher, pour imager un peu les choses, on va pouvoir rapprocher notamment les deux énergies innées du concept de scaphandre et de scaphandrier. Si vous voyez la personne, vous pouvez vous dire, tiens, ou si vous voyez vous-même, eh ben vous pouvez vous dire, oui, d'une part, j'ai un scaphandre, et puis d'autre part, ce scaphandre, il accueille un scaphandrier. Et cette notion, elle est très liée justement à cette énergie yin ou yuan qui va gérer le scaphandre. On va le revoir tout à l'heure. En fait, cette énergie, elle est là elle est même préconceptionnelle, et puis elle va entourer toute la grossesse, et puis elle va se poursuivre en fait avec toutes les étapes du développement en fait de l'enfant, donc du scaphandre d'une certaine façon. Et puis à côté, vous avez cette énergie Shen qui correspond plus cette fois-ci au scaphandrier, c'est-à-dire le petit bonhomme qui vient s'incarner au fond de son scaphandre et qui va donc faire des expériences dans la matière au travers en fait de son scaphandre. Et cette énergie, elle va permettre l'action du scaphandrier au travers du scaphandre. Donc ça, c'était pour replacer vraiment de manière très très générale. On a vu ces deux énergies, le Shen, le Yuan, le scaphandre, le scaphandrier. Et maintenant, on va voir comment en fait l'homme, dans la médecine traditionnelle chinoise, va pouvoir fabriquer cette énergie, ce qi dont il a besoin tous les jours pour se constituer et pour se matérialiser, pour se manifester, pour se constituer. Vous savez qu'en énergétique chinoise, on dit que l'homme, c'est un trait d'union entre le ciel et la terre. Donc il est représenté, les deux bras vers le haut, hein, il est campé sur le sol, les pieds enracinés dans la terre, et puis il est en reliance, il est relié au ciel au travers de ses deux membres supérieurs dirigés vers le ciel. Donc ça, c'est l'homme dans la médecine traditionnelle chinoise, et on va voir qu'il est constitué de différentes structures énergétiques. De nouveau, par rapport à cette notion de profondeur dont je vous parlais tout à l'heure, on va voir qu'il va y avoir des structures énergétiques qui vont de la superficie, donc le rapport avec l'exogène, avec l'extérieur, et puis des structures qui seront de plus en plus à l'intérieur, endogènes, donc qui vont venir de plus en plus en profondeur. Et on va voir que c'est important en fait que ces structures, elles ne sont pas toutes au même niveau. Il y a vraiment cette notion de superficie et de profondeur qui est importante. Les structures les plus superficielles, ça va correspondre aux méridiens d'acupuncture. Vous savez que les méridiens d'acupuncture, c'est des méridiens qui font le tour en fait de notre corps physique, qui ont des trajets particuliers dans lesquels circule de l'énergie. Et donc du coup, je vous disais, oui, les méridiens d'acupuncture, donc c'est au travers de ces méridiens que va circuler l'énergie, hein, donc ils ont des trajets particuliers, et ils vont former comme une grosse bobine électromagnétique tout autour du corps, dans laquelle circule l'énergie, et l'énergie va aller du haut vers le bas, de la droite vers la gauche, de la profondeur vers la superficie, donc elle crée un champ magnétique comme ça autour de la personne. C'est la structure la plus superficielle. Si on vient un peu plus en profondeur, c'est là où on va retrouver notre peau, on va trouver notre conjonctif, et puis donc les viscères, en fait nos viscères anatomiques, et puis on va retrouver une structure dont on va parler un peu plus profondément, qu'on appelle le triple réchauffeur, qui est une structure intermédiaire, qui est au départ un concept qui est un peu difficile à comprendre pour nous occidentaux, parce que enfin voilà, ils appellent ça le triple réchauffeur, on va voir que c'est le four alchimique, c'est un concept, et puis on va voir que ce concept, en fait, il est bien tangible, il est bien observable, on peut le voir chez la personne, mais c'est vrai qu'au départ, ça paraît un peu
un concept entre guillemets un peu chinois, on a du mal à voir ce qu'on peut faire avec ça. Et puis plus en profondeur, on va retrouver nos organes énergétiques. Donc de nouveau, là on est très en profondeur, donc ce n'est pas les organes que le chirurgien va opérer, c'est l'organe énergétique lui-même. Donc quand on vous enlève votre vésicule biliaire, on enlève l'entraille bidoche vésicule biliaire, mais par contre l'entraille énergétique, elle est toujours présente, vous avez toujours des colères, vous avez toujours un fonctionnement entre guillemets vésiculaire dans un sens plus large que simplement la physiologie digestive. Et toutes ces notions, elles continuent d'exister, donc c'est ce qu'on appelle les organes ou les entrailles énergétiques en profondeur. Alors, pourquoi c'est important en fait donc c'est les 5 organes énergétiques. Pourquoi c'est important de voir cette profondeur? Parce qu'on va voir qu'il va se dégager, le triple réchauffeur, il va être à la limite entre l'extérieur, le visible, et puis de l'autre côté, en fait, de l'autre côté du triple réchauffeur, on va avoir l'invisible, l'impalpable. Donc on a un côté très matière dense en fait dans le côté visible. Les Chinois ils appellent ça la manifestation. Et puis de l'autre côté, on a l'invisible ou la non-manifestation qui correspond à l'énergie qui sous-tend les choses, mais qui n'est pas visible ou palpable, évidemment, de la même manière. Et le triple réchauffeur, puisque c'est lui qui va nous intéresser dans la première partie, le triple réchauffeur, c'est vraiment cette structure qui fait le lien entre les deux, qui va faire le lien entre l'extérieur et l'intérieur, entre le visible et l'invisible. Les Chinois l'appellent aussi le Premier ministre, puisqu'en Chine, si vous vous rappelez un peu des notions en fait, liées à l'empereur en Chine, l'empereur, il était dans la cité interdite, il n'était pas visible au monde extérieur, et il était en relation avec le peuple au travers de son Premier ministre. Donc on retrouve ces structures énergétiques qui sont en analogie avec ce fonctionnement où l'empereur, c'est-à-dire il est invisible, c'est lui qui dirige mais il est invisible, et c'est le Premier ministre qui va se manifester auprès du peuple au travers de ses ministres également. Et donc c'est cette notion de triple réchauffeur qui est vraiment une structure entre les deux. Alors de nouveau, c'est très abstrait un peu au départ cette notion de triple réchauffeur, on a un peu de mal à comprendre ce que ça veut dire. Quand j'ai commencé l'acupuncture, ben voilà, j'entendais parler du triple réchauffeur, c'est quelque chose dont on n'entend pas parler dans d'autres disciplines, donc c'est quelque chose qui est un peu difficile à appréhender. Et en fait, le triple réchauffeur, comment on peut le définir? Les Chinois ils nous disent triple réchauffeur ou triple foyer parce que c'est le four alchimique de l'homme. C'est de cette manière que l'homme va pouvoir transformer ce qui est à l'extérieur et le rendre assimilable pour lui. Et une fois transformé, ça va permettre justement d'alimenter son scaphandre, de maintenir en bonne santé son scaphandre, de donner la forme au scaphandre dont on a parlé tout à l'heure. Alors, vous allez le reconnaître, en fait, le triple réchauffeur, c'est qu'au départ, je vous le présente comme ça, et si on lui donne voilà, une tête, 2 jambes et 2 bras, on se dit tout de suite, tiens, je suis capable de reconnaître un triple réchauffeur. Parce qu'il y a cette notion-là, en fait, quand vous regardez quelqu'un, quand vous me regardez, quand vous me regardez, vous voyez en fait un triple réchauffeur rempli de son et d'énergie. Donc en fait, si je demandais à Simon de se mettre à côté de moi ou à Sylvie de se mettre à côté de moi, ou regardez autour de vous les gens qui sont autour de vous, vous voyez bien qu'ils ne sont pas remplis de la même manière en sang et en énergie. Et ben, c'est leur triple réchauffeur qui se manifeste comme ça, c'est la façon dont ils ont intégré l'extérieur qui fait que ben, ils vont être, on va le voir tout à l'heure, ils auront beaucoup de sang, ils auront beaucoup d'énergie en fonction en fait, de leur véhicule de départ, leur scaphandre, et puis la façon dont ils vont l'alimenter au travers de leur triple réchauffeur. Donc il faut sortir de ce côté très conceptuel du triple réchauffeur pour se dire, tiens, quand je vois quelqu'un, eh ben, je vois entre guillemets le fonctionnement de son triple réchauffeur, c'est ce qui est visible de l'extérieur. Triple réchauffeur parce qu'il a 3 niveaux. Il a un étage inférieur, un étage moyen, un étage supérieur, et on verra que ça correspond à des fonctions différentes. Donc en fait, le triple réchauffeur, il va permettre d'assimiler l'extérieur. Il est en relation avec l'extérieur. Donc il va permettre d'assimiler les aliments, notre nourriture, il va permettre d'assimiler nos boissons, mais il va permettre aussi d'assimiler nos ambiances, en fait, tout ce qui nous environne. Si vous êtes dans une ambiance difficile,
On dit toujours que c'est compliqué, en fait. Vous pouvez toujours avoir des supports, essayer de vous booster, mais que si vous êtes dans une situation où il y a beaucoup de contraintes, où c'est compliqué, eh ben, vous allez épuiser votre triple réchauffeur. Si vous arrivez dans une salle et que vous sentez qu'il y a une ambiance en fait, particulière, ben, vous l'assimilez au travers de votre triple réchauffeur. Vos ambiances familiales, vos ambiances de travail, la façon dont vous gérez les choses, j'allais dire un peu au quotidien dans votre travail, ça va être en fonction de la façon dont vous l'assimilez au niveau de votre triple réchauffeur. Donc le triple réchauffeur, il va intégrer ces éléments-là, il va les assimiler, et puis il va éliminer ce dont on n'a pas besoin, et puis il va transformer ce qui reste, qui est propre à la personne, les éléments dont a besoin la personne, pour du coup les distribuer, et notamment au travers des méridiens d'acupuncture. Donc en fait, une fois que vous avez les différents étages vont fonctionner, hein, il y a l'étage d'assimilation, l'étage moyen, il va assimiler les choses, l'étage inférieur, il va permettre d'éliminer ce dont vous n'avez pas besoin, et puis l'étage supérieur, il va permettre la distribution de cette énergie, de ce sang, puisque l'idée, c'est de fabriquer l'énergie nourricière et de défense, c'est-à-dire toute cette notion de sang et d'énergie au travers du triple réchauffeur. Et ce sang et cette énergie va arriver au niveau des méridiens, il va circuler dans les méridiens, c'est ce qui va remplir votre scaphandre, donner la forme à votre scaphandre. Vous mangez bien, ayez l'idée un peu des acteurs en fait, hein, qui se donnent quelques mois pour rentrer dans la peau de leur rôle. Et ben, ils doivent prendre 5, 10, 15 kilos pour le rôle. Et ben, ils vont manger des crasses pendant 2-3 mois pour prendre du poids. Et donc c'est quoi? C'est leur triple réchauffeur qui va accumuler beaucoup de sang, beaucoup de matière, et qui va faire qu'ils vont devenir plus gros, un peu informes, ou au contraire, ils vont mieux manger, ils vont faire des choses pour être beaucoup plus fit pour leur rôle, et puis du coup, ils vont perdre du poids, ils vont être beaucoup plus affinés et tout. De nouveau, c'est simplement en faisant fonctionner leur triple réchauffeur différemment que leur forme va changer. Il y a vraiment cette notion-là derrière le triple réchauffeur. Donc, triple réchauffeur, le four alchimique de l'homme. Et cette notion que je voulais vous rappeler encore, c'est le triple réchauffeur, c'est ce que je vois de l'autre. Les organes énergétiques, vous ne les voyez pas chez l'individu, ils sont cachés. La personne elle-même, elle n'a pas cette notion-là en fait, de ces organes énergétiques. C'est l'expérience qu'elle va faire qui va lui permettre de comprendre qu'elle a ces ressorts-là fondamentalement en elle, en profondeur en elle. Mais au départ, ce que vous voyez, c'est vraiment cette notion en fait, du triple réchauffeur. Alors, je vous montre un exemple, puisque l'idée c'est de vous montrer un peu un exemple du triple réchauffeur. Et bien, on a un sujet qui a bien voulu se prêter à cet exercice. Et vous voyez que, de nouveau, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir cette notion de remplissage en sang et en énergie en fait, de la personne qui va nous donner une idée de ce qu'est le triple réchauffeur chez la personne. Donc on va se dire, tiens, quelle quantité de sang? Quand vous regardez cette personne, vous voyez que ce n'est pas quelqu'un qui a beaucoup de chair, beaucoup de sang, qui est plutôt, qui a peu de trophicité, donc il y a peu de sang. Quelle quantité d'énergie? Quand vous regardez la personne, vous voyez là sur une première observation, vous avez l'impression que les mains elles sont un peu enroulées, les genoux ils sont un peu enroulés à l'intérieur, que le thorax il est un peu voûté, un peu enroulé en syphose, donc vous avez l'impression qu'il n'y a pas une énergie très débordante non plus. Donc globalement, on va dire que quand on regarde cette photo, il n'y a pas beaucoup de sang, il n'y a pas beaucoup d'énergie. Quelle vitalité? Ça c'est plutôt l'éclat, ou c'est une notion qui est en rapport avec les enveloppes énergétiques qui va nous donner cette notion de vitalité. Donc ça, on en reparlera dans un prochain webinaire, vraiment orienté autour des enveloppes énergétiques. Mais on voit bien que cette vitalité, elle n'est pas... La personne, elle ne vous paraît pas rayonnante avec une vitalité débordante. Alors, pour aborder ce triple réchauffeur, on va avoir deux niveaux. En fait, on va pouvoir l'aborder au travers du cycle des entrailles en premier, et puis on va pouvoir l'aborder après plus en profondeur par les organes. La médecine chinoise, elle nous dit que le cycle des entrailles, c'est ce qui va nous permettre d'intégrer au départ l'extérieur. Les entrailles, ça va être votre estomac, votre intestin grêle,
votre vésicule biliaire et puis vous allez éliminer au travers de vos gros intestins et de votre vessie. C'est-à-dire que vous assimilez au travers de l'estomac et de l'intestin grêle, votre vésicule biliaire elle va vous aider à ça, et puis vous allez éliminer au travers de gros intestins et vessie. On appelle ça le cycle des entrailles. C'est relié à l'extérieur, c'est des entrailles ouvertes dont la lumière est en communication avec l'extérieur. Rappelez-vous que votre intestin grêle, c'est qu'une couche de cellules en fait, qui est directement en rapport avec l'extérieur d'un côté et avec votre sang de l'autre. Donc il y a vraiment cette notion de proximité, de rapport entre l'intérieur et l'extérieur. Alors si je m'attache en fait à l'observation, on va le voir un petit peu, je vais pouvoir regarder la personne sous l'angle de comment ça fonctionne d'abord au niveau de ses entrailles. Avant d'aborder les choses plus en profondeur, on dit que la priorité revient aux entrailles et je vais d'abord regarder comment la personne assimile l'extérieur, comment elle l'assimile au travers de son estomac, au travers de son intestin grêle, comment elle l'élimine au niveau de son gros intestin ou de sa vessie, ou comment elle prend en charge au travers de sa vésicule biliaire. Du coup, ça va nous donner les premiers tests, les premiers traitements. On verra dans la formation, c'est les premiers éléments sur lesquels on va travailler pendant tout le premier week-end, parce qu'on assimile les choses d'abord comme ça. Donc c'est d'abord en fait en permettant une meilleure assimilation et une meilleure élimination qu'on va pouvoir rentrer progressivement dans le schéma de la personne avant d'aller plus en profondeur au niveau des organes. Donc là, je vais vous montrer une petite vidéo qui est reprise de nos e-learning, en fait, durant la formation, où on va voir un travail sur les éliminations. Donc, vous allez voir, la personne est allongée. On a déjà fait l'observation, c'était la personne que vous avez vue tout à l'heure debout. Et on va tester son cycle des entrailles pour voir à quel niveau en fait, le problème se situe et comment on va pouvoir, au travers des méridiens, apporter de l'énergie ou débloquer l'entraille pour que ça circule, que la circulation puisse mieux se faire. Donc je vous laisse regarder. Qui reste quand même très localisé en fait à ce niveau-là, de nouveau. Mon entraille, donc je pars de la zone qui correspond à la valvule iléosécale et puis je vais remonter ici au niveau de mon côlon ascendant. C'est un peu plus ralenti. Voilà, ma main elle est un peu plus arrêtée dans cette région-là. Donc de nouveau, je prends première enveloppe, deuxième enveloppe. Donc ma deuxième enveloppe chez mon sujet, elle est à peu près ici. Et je vais suivre en fait, le cycle des entrailles. J'arrive au niveau de ma valvule iléosécale. Alors ça commence déjà à diminuer un petit peu ici. J'arrive sur mon gros intestin, ça diminue, sur tout le trajet du gros intestin, ça diminue, et ça diminue de plus en plus, plus je m'approche voilà, de la zone qui est vraiment le plus en difficulté ici, à la fin de mon côlon descendant. Je vais prendre contact au niveau tissulaire avec la zone qui est en retrait, et puis je vais tester donc mes deux méridiens d'élimination, vessie, gros intestin, pour voir quels sont les méridiens qui répondent. Donc je prends mon 67 vessie et je vais tester ici le 67 vessie pour voir s'il est libre. Voilà, il y a une certaine vitalité, il y a un certain rebond au niveau de mon point de signe. Donc à gauche c'est libre, à droite c'est bloqué. Je vais tester mon gros intestin. Je teste mon 1 gros intestin, il est libre ici à gauche. Et je vais tester mon 1 gros intestin à droite et il est bloqué ici à droite. Au départ, je suis simplement mon méridien pour trouver la zone qui correspond, qui va répondre. Et voilà, quand je suis ici, sur cette zone-là, c'est là où ça réagit de l'autre côté au niveau de ma main. Et donc, je suis sur mon 60 vessie. Donc, je me mets en rapport avec la zone ici au niveau de mon gros intestin que je retrouvais limité. Je me mets en rapport avec mon 60 vessie et puis je vais attendre. Je vais venir me mettre en affinité de fréquence, c'est-à-dire je vais venir mettre une pression un peu plus forte sur mon 60 vessie. Voilà, parce que pour l'instant ça ne répond pas, donc il faut que j'aille un peu plus fort. Voilà, j'enfonce encore un peu, encore un peu, encore un peu, encore un peu, encore un peu. Voilà, là ça commence à travailler. Et je vais faire respirer mon sujet. Vas-y, inspire doucement. Voilà, tu souffles, tu relâches. Inspire doucement. Voilà, tu souffles, tu relâches. Inspire doucement. Voilà, et tu souffles. Voilà, et là ça s'est relâché sous ma main droite au niveau de mon intestin. Et puis ça s'est relâché, voilà, ici au niveau de mon 60 vessie.
Alors là, vous avez vu en fait comment on pouvait travailler autour du cycle des entrailles. Donc c'est vraiment assez schématique, hein. C'est pour vous donner un peu ces éléments-là. Vous voyez qu'on va tester au travers des enveloppes énergétiques notamment. On a d'autres tests possibles pour voir quel est le blocage de l'entraille et puis du coup s'appuyer sur le méridien, aller chercher une zone qui répond et pouvoir travailler et ancrer en fait l'induction de l'énergie qui est faite par le point ou le travail sur le méridien jusqu'au niveau de l'entraille elle-même. Alors si on regarde ce qui s'est passé, en fait, vous voyez qu'on a une observation avant, c'est la photo que vous aviez tout à l'heure, et puis on a l'observation après. Donc simplement avec la technique que vous venez de voir, qui a été très accélérée dans ce que vous avez vu, mais l'idée c'est simplement de vous montrer qu'un avant, un après. Alors évidemment, les photos ne sont pas prises de la même façon obligatoirement, donc on peut être un peu perturbé par ça. Mais globalement, ce que vous pouvez voir, c'est qu'en allant travailler globalement, c'était le gros intestin dans sa partie terminale qui était bloqué. Et donc, en allant travailler ce côté-là, vous voyez que, si Simon, tu peux remettre la caméra pour que je puisse montrer. Voilà. Vous voyez qu'en fait, on a vraiment l'impression d'une ouverture un petit peu au niveau du bassin. Globalement, on a l'impression que la personne a plus d'énergie, est plus ouverte. Vous avez l'impression que le thorax, c'est plus ouvert. Et vous voyez qu'on n'a pas travaillé sur le poumon, on n'a pas travaillé sur l'étage supérieur. C'est vraiment en allant travailler sur cette zone-là et cette rétention ici, et en drainant au travers du méridien de la vessie et du méridien du gros intestin, qu'on a redonné de la vitalité dans cette région-là et transformé un petit peu l'observation qu'on a avant-après. Voilà, d'où l'importance de toujours commencer, on dit toujours de commencer par les entrailles, puisque c'est ce qui va permettre de reprendre en charge, d'éliminer, de mieux assimiler, et ensuite on va pouvoir aller plus en profondeur. Donc là c'est la seule vidéo vraiment pratique que je vais vous montrer, parce que sinon ça demanderait, là je suis déjà pas très en avance, mais du coup, voilà, on va être obligé d'avancer. Mais il y a vraiment cette notion où vous voyez, en fait, qu'on va retrouver à chaque fois cette façon de travailler où on va s'appuyer sur les points directeurs d'énergie. Qu'est-ce que c'est un point d'acupuncture? C'est un point, quand vous travaillez dessus, quand vous mettez votre main dessus, votre doigt dessus, et bien vous allez induire un fonctionnement énergétique particulier. Et en le mettant en résonance en fait, avec l'organe ou l'entraille que vous êtes en train de travailler, vous débloquez l'énergie vitale à ce niveau. Donc après les entrailles, en fait, plus en profondeur, on va retrouver les organes. Puisque évidemment, pour chaque étage, on va retrouver à l'étage moyen la rate et le pancréas qui lui est associé en médecine chinoise, le foie qui est entre l'étage moyen et l'étage inférieur, le rein qui va gérer tout l'étage inférieur, et puis l'étage de distribution derrière lequel on va trouver le poumon et le cœur. Donc ça veut dire que si on reprend notre observation de tout à l'heure, en fait, eh ben, si vous pouvez vous dire, tiens, derrière le cycle des entrailles, quel est l'organe en fait, qui va être un peu en difficulté chez cette personne? Est-ce que c'est le rein qui ne lui donne pas suffisamment d'énergie pour le soutenir, puisqu'on a l'impression qu'il manque un petit peu de soutien au niveau des membres inférieurs, il y a une énergie qui ne circule pas très bien? Est-ce que c'est son foie? Parce que si vous regardez, vous voyez qu'il y a l'angle de ce côté-là à droite qui est un peu fermé, un peu enroulé autour du foie. Est-ce que c'est sa rate, son pancréas? Est-ce que c'est poumon, puisqu'on retrouve un peu cette notion de fermeture au niveau de l'étage supérieur, cet enroulement au niveau de l'étage supérieur? Ou est-ce que c'est le cœur qui peut aussi provoquer cet enroulement? Et de nouveau, par rapport aux organes, on va avoir une observation, donc qu'on peut schématiser comme ça, mais qui va évidemment plus loin dans la pratique, une observation, on va avoir des tests qui vont nous permettre de déterminer quel est l'organe qui bloque, et on va avoir un traitement. Donc là, je vous ai mis une page de l'e-learning, justement en fait, du support qui est donné aux étudiants pour pouvoir travailler. Vous voyez qu'en trouvant par exemple un dysfonctionnement au niveau du rein, eh ben, on va aller du coup tester et travailler le méridien du rein ou tester et travailler le méridien du cœur qui, tous les deux, vont pouvoir relancer en fait, cette fonction d'organe en profondeur au niveau du triple réchauffeur. Donc si je résume, j'ai deux niveaux pour le triple réchauffeur. J'ai un niveau d'entraille, en fait, relié à l'extérieur, puis j'ai un niveau plus profond d'organe sur lequel je vais pouvoir travailler. Ces niveaux
vont vous donner le côté tempéramentiel de l'individu. Qu'est-ce que ça veut dire tempéramentiel? Ou qu'est-ce que ça veut dire une consultation tempéramentielle? De nouveau, si on se rapporte à la physiologie en fait, du triple réchauffeur, c'est la façon dont j'intègre, dont j'assimile, dont j'intègre à la fois mon alimentation, mon mode de vie, à la fois le milieu dans lequel je travaille, mon milieu familial dans le sens un peu quotidien du terme. Et bien ça, c'est fait en général 70% de vos consultations, en fait, hein, puisque les gens ils vont intégrer les choses, réagir aux choses, à la fois physiologiquement, hein, ma vésicule biliaire, ben, si je l'ai trop sollicitée par une alimentation inadaptée, je vais avoir des signes de vésicule biliaire. Si je suis contrarié, ben, je vais solliciter ma vésicule biliaire et je vais avoir des soucis aussi en rapport avec ça. Tout ça, ça correspond à des consultations, ce qu'on appelle tempéramentielles, qui sont liées au fonctionnement du triple réchauffeur. C'est vraiment l'ici et le maintenant. À côté de ça, on va voir que les deux niveaux dont on avait parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le niveau du scaphandre et du scaphandrier, ils vont nous donner un niveau de profondeur différent, puisque si on reprend cette notion d'énergie yuan ou d'énergie yin, elle va gérer le scaphandre, c'est ce qu'on avait dit, qu'elle va gérer le scaphandre, donc elle est très en lien avec la conception, vous voyez, elle est en vert ici, l'énergie yuan, et elle va être très en lien avec l'aspect même préconceptionnel. Il faut de l'énergie yuan pour qu'il y ait une conception qui soit possible un bébé qui se mette en route. Et puis en fait, cette énergie, elle va suivre toute la grossesse, elle va suivre tous les processus de croissance et de développement de l'enfant. Et puis, elle va être vraiment en lien avec la formation du scaphandre, avec la forme du scaphandre. Et elle est très en lien, du coup, avec cet aspect transgénérationnel. J'ai un peu la forme de mon papa ou la forme de ma maman ou de mon arrière-oncle. Donc, je suis un peu en lien avec cette forme au travers de l'évolution de ma famille, donc au travers de l'évolution du transgénérationnel. On verra que l'énergie chaîne, elle va s'incarner en fait dans ce scaphandre au milieu de la grossesse, et du coup elle sera plus en rapport avec tout ce qu'on appelle le transpersonnel, elle va être en rapport avec l'individu lui-même et pas avec obligatoirement sa lignée familiale. Donc la formation du scaphandre, ça va être le terrain de l'individu. Si vous avez vu tout à l'heure le modèle que vous aviez devant vous, il peut faire du bodybuilding, il peut manger mal et prendre du poids, mais fondamentalement, il a une structure plutôt rétractée, plutôt longiligne. Donc il va être globalement, on va dire, c'est un sujet rein, c'est-à-dire qu'il a une structure en fait en rapport avec cet organe énergétique en profondeur et qui va former le terrain de l'individu. En fait, ce terrain et cette énergie yuan, elle est liée à des méridiens, à une circulation de méridiens spécifiques qu'on appelle les méridiens curieux ou merveilleux vaisseaux. Donc ça va être une possibilité pour nous de tester cette énergie, d'observer, puisqu'on va observer globalement la personne en fonction justement de son scaphandre, comment elle s'est constituée depuis son enfance. Et puis au travers de ces méridiens, on va pouvoir travailler en fait justement sur la formation du scaphandre en travaillant sur les méridiens curieux. C'est le 3e séminaire de notre formation et c'est très rigolo parce que c'est très lié à l'énergie vitale, en fait, cette énergie yuan. Donc c'est vraiment comme si vous rebranchiez les gens à la source au niveau énergétique. Et du coup, c'est vraiment très intéressant d'aller travailler sur ces méridiens curieux. Et il y a vraiment un peu un avant et un après le 3e séminaire en ostéopathie énergétique, parce que vous avez l'impression que, bah oui, vous avez des transformations qui sont liées, vous avez des entrailles qui fonctionnent mieux, des organes qui fonctionnent mieux, et quand vous rebranchez les gens vraiment à la source, un peu à leur origine, et vous avez des transformations beaucoup plus fortes. C'est vraiment un apport d'énergie au travers de l'énergie yuan qui est vraiment très important. Ensuite, si on parle de la 3e énergie qui correspond à l'énergie chaîne, donc celle qui nous met en rapport avec le scaphandrier et qui va permettre l'action du scaphandrier, vous avez vu tout à l'heure que c'est une énergie qui va venir s'incarner au milieu de la grossesse. C'est-à-dire que c'est le côté animique. On dit que l'enfant, il a un fonctionnement viscéral, il a des mouvements viscéraux avant le milieu de la grossesse, et puis tout d'un coup, il vient s'incarner dans ce scaphandre. Et c'est vraiment le chêne qui vient s'incarner dans le yuan et qui va faire les premiers mouvements très animiques en fait, de l'enfant.
Et d'ailleurs, la maman ne va plus parler de sa grossesse de la même façon à partir de ce moment-là. Et du coup, on dit que pendant toute l'enfance, cette énergie-là, elle est un peu sous-jacente, elle est comme derrière un voile, et puis qu'à l'adolescence, à l'âge d'homme, la personne va vraiment reprendre les rênes de son scaphandre, et c'est du coup cette énergie-là qui va dominer pour l'action du scaphandrier au travers de son scaphandre. Donc c'est vraiment lié à l'origine animique de l'individu. De nouveau, cette énergie, elle circule dans des méridiens particuliers qu'on appelle les méridiens distincts. Et donc on va pouvoir observer des éléments ou travailler sur le côté, puisqu'elle est très en lien avec le côté émotionnel, travailler sur le côté émotionnel de la personne. On va pouvoir observer et travailler sur ces méridiens distincts qui sont un peu des palpeurs au niveau émotionnel de l'extérieur et qui vont pouvoir permettre d'aider la personne à intégrer les éléments émotionnels qu'elle a pu vivre. Et puis, au-delà de ça, en fait, ça va nous relier au centre énergétique qu'on peut mettre en lien avec les chakras. Ces centres énergétiques qui correspondent à des points d'acupuncture en avant, en arrière, et qui vont être un véritable chemin d'évolution, un chemin de vie pour l'individu. Donc on va voir que dans les consultations, de nouveau cette notion de profondeur et de superficie, dans les consultations, vous allez avoir des gens qui vont venir vous voir pour des problèmes d'organes d'entrailles, consultation tempéramentielle. Vous allez avoir des gens qui vont venir vous voir parce que depuis des années ou depuis leur enfance, ils ont des troubles particuliers qui sont en lien en fait avec le scaphandre lui-même, donc on va pouvoir travailler du coup plus sur le côté humain. Et puis, ils vont vous raconter une histoire de chemin de vie. Ils vont aussi vous dire, tiens, je me suis incarné dans cette famille, je me suis mis en affinité avec cette famille, j'ai eu telle et telle chose qui me sont arrivées. Et puis après, dans mon entreprise, dans mon emploi, je me suis remis en affinité avec telle chose. Et puis de nouveau, il m'arrive ça et ça. Donc, ils vous racontent un chemin particulier qui n'est pas cette fois-ci lié au triple réchauffeur, qui n'est pas du yuan lié à ma famille, qui est lié au fait où je me mets en affinité avec quelque chose et du coup ça va éclairer le chemin de l'individu. Donc ça c'est l'objet, on va le voir, du 4e séminaire qui permet en fait vraiment d'aller travailler sur cette notion de relation entre le scaphandre et le scaphandrier. Donc pourquoi intégrer l'énergétique dans notre pratique? Si on résume un petit peu, quel est l'intérêt d'intégrer l'énergétique? L'intérêt, c'est de s'appuyer sur les structures énergétiques qui sont sous-jacentes. C'est-à-dire, la personne a un problème émotionnel, vous pouvez toujours faire de la psychothérapie, évidemment, vous pouvez essayer d'aller dénouer les choses, de comprendre ce qui s'est passé. Si dans ces structures constitutionnelles, la personne a un blocage ou un manque d'énergie en fait, dans une de ces structures, eh bien, vous avez des choses qui vont se répéter, qui vont toujours venir. Si on reprend l'idée, le rapport avec l'ostéopathie, vous allez voir les gens qui vont revenir vous voir un peu toujours pour les mêmes symptômes, avec les mêmes structure, voilà, le même blocage au niveau lombaire, le même blocage au niveau cervical ou dorsal, parce que fondamentalement, il y a quelque chose de plus profond qui est lié à leur structure énergétique. On va pouvoir déterminer par l'observation les tests là où est l'énergie vitale, là où elle travaille. Ça, c'est aussi important, c'est-à-dire vous pouvez toujours faire un travail, par exemple crânien. En fait, si l'énergie vitale de la personne n'est pas en train de travailler à ce niveau-là, vous aurez beaucoup de mal en fait, à mettre en place votre technique. Alors qu'on va plutôt s'orienter et se laisser guider pour trouver là où l'énergie vitale de la personne est en train de travailler et du coup pouvoir accompagner les transformations en s'appuyant sur la restauration de l'énergie vitale. Et puis on va s'appuyer sur les points inducteurs d'énergie en allant jusque dans le conjonctif, c'est-à-dire que quand vous allez venir palper vos points d'acupuncture, vous allez sentir en fait cette tension ou ce peu de vitalité qu'il peut y avoir à ce niveau-là. Et puis quand vous allez le mettre en affinité avec une autre zone, voilà, la restauration de l'énergie, elle va se faire jusque dans le conjonctif. Vous allez sentir, vous allez observer des transformations, vous allez sentir des transformations au niveau des méridiens eux-mêmes. Et enfin, pourquoi intégrer l'énergétique dans notre pratique? C'est hiérarchiser les consultation et l'accompagnement. Ça, j'espère que je vous l'ai fait passer. C'est cette notion que vous pouvez avoir des gens pour un entretien du scaphandre, donc ils se sont intoxinés, donc on va les aider à mieux gérer leurs toxines.
mais vous pouvez avoir des problèmes qui sont liés à la gestion du scaphandre ou à la qualité du scaphandre à proprement parler, à l'origine un peu, donc tout le schéma un peu transgénérationnel, ou vous pouvez avoir des consultations qui sont autour du chemin de vie de la personne et du coup qui vont pouvoir permettre à la personne d'évoluer, de se transformer au cours de son chemin de vie. Donc derrière, il y aura le triple réchauffeur, l'énergie du N ou l'énergie chaîne. Alors, la formation à l'ostéopathie énergétique, je vais vous la présenter en 3-4 mots. D'abord, pour qui elle est faite, cette formation? Au départ, on n'a pas voulu qu'elle soit uniquement réservée aux ostéopathes parce que je pense que c'est très important d'ouvrir cette notion-là de manière plus large. Et ça fait la dynamique un peu de nos formations. C'est-à-dire qu'en général, il y a moitié ostéopathes qui veulent s'ouvrir à l'énergétique, moitié des gens qui ont d'autres outils qui sont naturaux, qui sont kinésios, qui sont kinés, qui sont médecins, mais qui veulent s'ouvrir en fait à des techniques plus énergétiques et palpatoires. Et ça fait une ouverture, une dynamique qui est vraiment très intéressante. En fait, il n'y a pas de prérequis qui sont demandés. C'est une formation qui est complète et cohérente. Donc, au travers de cette formation, vous avez des outils justement d'observation, de tests, de traitement qui vous sont donnés et qui sont directement applicables en cabinet. Elle se déroule sur 4 séminaires de 4 jours, de janvier à septembre 2023 pour la prochaine session. Et si vous regardez, en fait, elle s'échelonne justement sur ce que j'ai voulu vous présenter ce soir, cette notion du premier séminaire qui sera lié à la priorité donnée aux entrailles, le deuxième séminaire lié au soutien des organes, le troisième séminaire, il va parler de la forme et du scaphandre, et le quatrième séminaire, enfin, il va être en relation avec cette énergie chaîne, c'est-à-dire le scaphandrier, l'action et le chemin de vie. Donc on a fait coller notre formation à ces structures énergétiques et à cette façon de rentrer de la superficie à la profondeur dans l'action que vous avez chez l'individu. Alors, cette formation, elle est donnée par Pierre Tondelier, par Anne-Sophie, par moi-même, et vous avez un support de cours qui est donné via des e-learning. Ça fait déjà quelques années qu'on met en place en fait, des e-learning pour nos formations en homéopathie, en couleur et en ostéopathie. Et donc des e-learning qui sont des supports de cours. Vous n'avez pas les cours in extenso, mais vous avez des parties de cours. Vous avez toutes les techniques, en fait, notamment toute la description des méridiens qui vous sont donnés de cette façon-là, que vous pouvez retravailler. Et puis vous avez des challenges qui vous sont donnés pour essayer d'utiliser ces outils au maximum. Comme toutes nos formations, elles sont très pratiques et elles demandent un investissement dans le sens, voilà, il faut le faire pour évoluer. Ce n'est pas que des choses intellectuelles, donc il faut vraiment pratiquer de retour chez vous pour que les choses s'ancrent et que vous puissiez vraiment en retirer, j'allais dire, vraiment du bénéfice à travailler en fait avec ces outils-là. Et donc l'e-learning est vraiment fait dans ce sens-là pour vous aider à tirer le maximum de la formation. Alors elle se fait à Lille, à la Maison Petrovski, qui est une salle qui est vraiment au cœur de Lille, très centrale. Le tarif c'est 2 650 €. Vous voyez qu'il y a un acompte et puis ensuite 525 € par séminaire. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre par rapport à la formation? Non, je crois que c'est tout. C'était voilà. Donc l'idée de ce soir, c'était à la fois de vous donner cette ouverture-là sur qu'est-ce que l'énergétique et qu'est-ce que ça apporte à l'ostéopathie. Plus largement, qu'est-ce que ça apporte aux thérapeutiques naturelles d'utiliser l'énergétique. Parce que vous voyez que si vous êtes naturaux, si vous avez la capacité d'observer, de palper et de pouvoir travailler de manière simple et manuellement sur vos patients, vous utilisez un potentiel qui est vraiment très, très riche et fort. Et c'est vraiment dans ce sens-là en fait, que nous donnons la formation. Voilà, merci de votre participation. Je crois que j'étais un peu plus long que prévu, mais pour autant, je suis disponible pour répondre à vos questions. Il y a toujours un petit délai de 30 secondes entre le moment où je vous dis que je vais répondre à vos questions et la réception des questions. Mais je vois que Sylvie a déjà quelques questions à nous poser. Et du coup, voilà, je suis ouvert vraiment à toute question. N'hésitez pas. Alors, la première question.
Que pensez-vous de l'ostéopathie douce créée par Jacques Hiroux vers 1995-2000? Alors, Sylvie m'a fait passer la question un peu avant. Je ne connais pas cette technique, donc je ne peux pas vous répondre. Voilà, j'ai pas de... Enfin, voilà, je ne connais pas la technique. L'ostéopathie énergétique utilise-t-elle les poux chinois et ou le test musculaire de la kinésiologie? Alors, on n'utilise pas le test musculaire de la kinésiologie, puisque c'est vraiment propre à la kinésiologie, et nous, on va se baser beaucoup plus sur le test des enveloppes énergétiques ou des tests tissulaires, en allant toucher les tissus, en allant chercher la densité, donc c'est des tests vraiment particuliers. On se sert des poux chinois, par contre, et on s'en sert, j'allais dire, en parallèle. Les poux chinois, c'est vraiment tout un monde, et donc on vous donne une ouverture en fait vers la compréhension des poux chinois, avec cette notion que le poux chinois au départ ça peut être du remplissage en sang et en énergie, donc de se connecter pour sentir en fait les poux chez la personne et de pouvoir faire le rapport avec l'observation générale que vous avez. En fait, c'est différents éléments qui vont vous permettre progressivement de comprendre comment la personne fonctionne et justement là où est l'énergie vitale, où il va falloir aller la chercher. Donc on ne se base pas que sur un test ou un élément, mais c'est une convergence d'éléments. Votre observation, elle vous donne déjà des éléments, mais comme on l'avait vu tout à l'heure sur la photo, au départ, vous pouvez vous dire, tiens, il est fermé sur son triple réchauffeur supérieur, il faut aller travailler là. Et bien non, c'est en libérant son triple réchauffeur inférieur que vous lui donnez la capacité de réouvrir. Donc il y a tout ce côté-là d'importance du test qui fait que vous n'allez pas vous arrêter en fait à un schéma intellectuel de compréhension. On dit qu'en médecine chinoise, tout est justifiable. C'est-à-dire qu'en acupuncture, vous pouvez justifier tous les traitements dans un sens, dans l'autre, parce que vous avez toujours une loi qui va vous permettre d'expliquer ce que vous allez faire. Là, pour nous, ce qui est important, c'est que vous ayez une relation avec le conjonctif et qu'il y ait un changement quand vous testez, donc qui va amener cette notion de oui, l'énergie vitale est bien bloquée à ce niveau-là et c'est elle qui va engendrer vraiment toutes les transformations. La formation est-elle accessible aux personnes qui n'ont pas de ressenti des énergies du décor? Enfin, décor. Si elle est accessible à des gens qui n'ont pas de ressenti des énergies, je vais dire que c'est particulier comme question parce que sans doute que tant qu'on n'a pas travaillé sur ça, on n'a pas de ressenti. Après, moi je connais personne qui soit bloqué par son ressenti au travers de nos formations, que ce soit couleur ou ostéo. Une fois que vous êtes dedans, le côté mental de dire je sens pas et tout, il disparaît parce que vous êtes en train de travailler et de nouveau vous vous mettez en affinité avec les blocages, donc ça révèle des choses qui sont assez fortes. Donc vous ne vous posez pas la question de savoir est-ce que je sens, est-ce que je ne sens pas. Voilà, il y a un blocage, le blocage vous le sentez et la transformation vous la sentez. Donc voilà, je pense qu'il faut sortir de ce dilemme-là un petit peu qu'on peut retrouver des fois en ostéopathie, dire je sens pas. C'est que quand vous faites les choses, voilà, les choses se manifestent. Si vous ne sentez rien, en général, c'est pas vous, c'est qu'il ne se passe rien chez la personne. Donc il faut essayer de comprendre pourquoi les choses ne se révèlent pas. Alors, lorsque tu as montré ton cas pratique tout à l'heure, pourquoi tu as travaillé sur le méridien vessie alors que tu as parlé d'un blocage sur le gros intestin? Ça, c'est une bonne question. Ça veut dire que la personne a suivi a bien regardé la vidéo. Et je me demandais si j'allais rentrer plus dans les explications ou pas. Là, je peux rentrer dans les explications parce que ceux qui veulent aller se coucher sont allés se coucher. Et pour les autres, ben oui, effectivement, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en général, on dit que par organe, on a deux émonctoires, deux éléments qui nous permettent d'éliminer. Et alors par exemple, si on prend le rein, en fait, il peut s'exprimer, il peut s'éliminer au travers de la vessie, qui est son émonctoire naturel, donc sa capacité d'élimination naturelle, et puis il peut éliminer aussi au travers du gros intestin. Donc ça veut dire ces deux polarités-là, en fait, donc quand vous travaillez sur les éliminations en général, par exemple, quand vous travaillez sur le gros intestin, vous allez voir que ça peut être gros intestin qui débloque ou vessie qui débloque. Si vous travaillez sur la vésicule biliaire, vous pouvez travailler sur le méridien de la vésicule biliaire, vous pouvez travailler sur le méridien de l'intestin grêle. C'est les deux émonctoires du foie, ça va être la vésicule biliaire et l'intestin grêle. Pour ceux qui connaissent l'acupuncture, on est en rapport avec les lois midi-minuit, c'est-à-dire que c'est au moment où l'énergie est la plus faible d'un côté, elle est à son opposé
à 12 heures d'intervalle sur un autre organe. Et donc, par exemple, le rein, il va être en relation en fait, avec le gros intestin en loi midi-minuit. Et on dit que donc c'est son émonctoire secondaire, ce qui est un peu... Ce qui semble assez naturel de se dire que quand vous avez des problèmes, vous le savez, pour les problèmes de dos chez les ostéos, il y a souvent des problèmes de gros intestin et ça peut être aussi des problèmes de vessie. Donc on va aller tester en fait les deux pour voir si les deux bloquent, si l'un bloque et celui qu'on doit travailler. On ne va pas le faire intellectuellement, on va vraiment tester pour voir celui qui bloque. Et c'était la dernière question, mais c'était une bonne question. Et écoutez, merci beaucoup de votre participation. Donc c'était un challenge déjà de vous réunir à fin juin. On essaiera de faire ça à des dates moins proches des vacances. On va vous proposer en fait un webinaire autour du séminaire de médecine naturelle qu'on fait au mois de novembre avec toute l'équipe du NEMI. Sans doute un webinaire avec le docteur Tondelier en septembre, et puis on en fera un sans doute autour de l'aroma en fait, qu'on va présenter en janvier. Et puis on va vous en proposer peut-être d'autres. Moi je pensais un autour des enveloppes énergétiques pour plus vous présenter ce travail et cet outil qu'on peut utiliser à la fois en ostéo, à la fois en couleur, mais dans vos pratiques en général, qui permettent de vraiment comprendre un peu l'énergétique et de le relier à ces notions d'enveloppe énergétique. En tout cas, merci. Je remercie encore Simon, Sylvie, Emilien qui est derrière la caméra. Et au plaisir de vous retrouver dans les mois qui viennent. Et si la formation vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter plus directement si vous avez des questions par rapport à votre pratique et de savoir comment ça peut s'articuler ou s'intégrer avec votre pratique. On peut tout à fait vous répondre et communiquer avec vous à ce sujet-là. Voilà, merci et à bientôt.